À 7h44 du matin, le dernier missile qu'il reste à l'Iran quitte son lanceur. Pas depuis une batterie côtière. Pas depuis une plateforme mobile déplacée toutes les 6 heures pour échapper aux avions de ciblage qui la traquaient. Depuis un tunnel creusé dans la montagne du massif du Zagros, que l'opération Epic Fury a passé 60 jours à chercher sans jamais y parvenir. Un tunnel qui a survécu à chaque passage de satellite, à chaque vol de surveillance, à chaque effort de collecte de signaux que l'armée la plus puissante du monde a pu soutenir pendant 2 mois de guerre. Un tunnel qu'un général de brigade du corps des gardiens de la révolution islamique avait fait construire spécifiquement pour résister à exactement ce qui était arrivé à tout le reste. Il avait regardé tout le reste se faire détruire depuis l'intérieur. Chaque lanceur qu'opérait son corps, chaque batterie côtière, chaque plateforme mobile qui avait tiré sur l'Abraham Lincoln et les navires qui l'entouraient pendant 60 jours de combats soutenus. Chaque installation que le programme de missiles iranien avait mis 30 ans à construire. Tout avait été repéré, tout avait été frappé, tout avait disparu. Il avait regardé les rapports arriver les uns après les autres dans les semaines suivant le début de la guerre. Cette batterie détruite, ce lanceur éliminé, cette installation frappée, ce programme terminé. Et il était resté dans le tunnel, avait maintenu le missile en température froide, avait coupé l'alimentation, avait maintenu les émissions à zéro et avait attendu. Non pas parce qu'il croyait que l'Iran allait gagner, il avait cessé de le croire quelque part au cours de la 3e semaine. Il attendait parce qu'il lui restait une chose, et la certitude que l'utiliser était la seule décision qui demeurait. À 7h44, il l'a pris. L'Abraham Lincoln savait que cela arrivait depuis 4h31 du matin. Le premier maître Sarah Reyes était éveillé depuis 3h du matin. Non pas parce que son quart l'exigeait, mais parce qu'au fil des 16 mois de ce déploiement, elle avait développé cette incapacité particulière à dormir lorsque quelque chose dans le tableau des émissions électroniques lui semblait anormal. Et, à 3h du matin, quelque chose dans le tableau des émissions électroniques lui semblait anormal d'une façon qu'elle ne pouvait pas expliquer immédiatement. Elle était assise devant son écran de capteur passif depuis 1h29, lorsque le signal de calibration apparut à 4h31. Bande étroite, chiffrée, d'une durée de 0,4 secondes, depuis une position qui n'avait jamais figuré sur aucune liste de collecte en 60 jours de guerre. Elle avait enregistré la transmission et rédigé le rapport en 4 minutes, déposé à 4h33. Le rapport revint à 4h41, avec une réponse qu'elle n'avait jamais reçue au cours de cette guerre. Le contre-amiral Carver l'avait lu personnellement. La formation était désormais en état d'alerte maximum, et elle devait continuer la collecte et mettre à jour son estimation de position en continu jusqu'à nouvel ordre. 3h03. C'était la fenêtre entre le moment où Carver lut le rapport et le moment où le missile quitta le tunnel. L'avertissement le plus long que la formation ait reçu pour une seule arme en 60 jours de combat soutenu. 3h03 pour construire la meilleure défense possible contre le dernier missile que l'Iran tirerait jamais. 3h03 ne suffirent pas. Non pas parce que la formation avait échoué, non pas parce que l'équipage avait fait quoi que ce soit de mal, mais parce que le missile qui quitta le tunnel à 7h44 n'était pas la même arme que celle à laquelle l'Abraham Lincoln avait été confronté auparavant. L'Iran avait passé 3 semaines après le précédent engagement du Khorramshahr 4 à étudier exactement comment il avait été neutralisé et à reconcevoir l'architecture qui avait rendu cette neutralisation possible. La vulnérabilité du lien de données qui avait permis le leurre de guidage de fonctionner, supprimée. Le schéma de correction terminale qu'un système de conduite de tir suffisamment préparé pouvait partiellement anticiper, randomisé au-delà de toute capacité d'anticipation. La version qui quitta le tunnel à 7h44 avait été construite spécifiquement pour répondre à chaque solution que l'Abraham Lincoln avait trouvée contre la version précédente. Le général de brigade avait passé 60 jours dans ce tunnel. Il n'avait pas chômé. Le système de conduite de tir commença à construire des solutions d'interception dès l'instant où le contact apparut sur le radar à 7h44. Trajectoire balistique propre, montée raide. Le système Aegis générant des probabilités d'interception, 71% sur la première solution, 68% sur la seconde. Les meilleurs chiffres que le système pouvait produire contre ce type de cible.
Les chiffres qui avaient au permis de détruire chaque autre missile balistique iranien que la formation avait engagé en 60 jours de guerre. Le premier intercepteur fut lancé à 7h46 sur la solution à 71%. Il atteignit son point d'interception assigné et le missile n'y était pas. Le contact avait modifié sa trajectoire dans les dernières secondes. Pas de façon spectaculaire, pas suffisamment pour ressembler à une esquive vue de loin, juste assez pour ne pas être là où la solution indiquait qu'il serait. L'intercepteur détonna dans l'air vide 240 mètres derrière la position réelle du missile. 240 mètres. La différence entre une destruction et rien, couvert en le temps d'un clignement d'œil. Le deuxième intercepteur s'était construit sur une solution mise à jour depuis l'instant où le premier avait été tiré. Meilleure géométrie, fenêtre de prédiction plus étroite. L'ordinateur de conduite de tir faisant tout ce pourquoi il avait été conçu contre un contact qu'il était conçu pour engager. L'intercepteur monta, vira et descendit vers son point assigné. Le missile se corrigea à nouveau, 185 mètres. Une nouvelle détonation dans un air qui ne contenait plus la cible. 2 intercepteurs perdus. Le contact continuait de descendre. Le centre d'information de combat calculant contre une arme qui venait de démontrer par 2 fois que les calculs n'avaient trop pas d'importance. Le troisième intercepteur fut lancé à 7h47 sur la solution la plus serrée que le système Aegis pouvait produire. Fenêtre de prédiction minimale. Géométrie d'interception la plus rapprochée possible. Chaque variable optimisée pour la probabilité maximale de trouver le contact. Le missile se corrigea une fois en approche finale et l'intercepteur s'adapta. Puis le missile se corrigea à nouveau 1,8 secondes avant l'impact et l'intercepteur ne put pas s'adapter 2 fois en 1,8 secondes. Il détonna à 8 mètres de la cellule du missile. 8 mètres à l'intérieur du rayon de fragmentation létale de la tête militaire de l'intercepteur. Le schéma de fragmentation atteignit la section avant du Khorramshahr, 4 en 0,04 secondes et déchiqueta le système de guidage. Chaque capteur, chaque actionneur de surface de contrôle, chaque composant qui effectuait ces corrections se transforma en fragments qui s'éloignèrent de la cellule en un nuage de débris à environ 3600 mètres au-dessus de la mer d'Arabie. La tête militaire survécut, 1500 kg de charge explosive unitaire intacte, toujours fixée à la cellule qui se désintégrait. Plus guidée, plus contrôlée, en chute libre. Ce à quoi l'Abraham Lincoln était désormais confronté n'était plus un missile. C'était une masse. 1500 kg de tête militaire et de débris structurels culbutant à travers environ 3600 mètres d'air libre à Mach 11. Sa trajectoire déterminée non pas par un système de guidage, mais par la façon spécifique dont le schéma de fragmentation avait séparé la section avant de la section arrière à 7h47 et 44 secondes, produisant une rotation de culbute qu'aucun calcul effectué avant cet instant n'aurait pu prédire, parce qu'aucun calcul n'aurait pu prédire exactement comment les débris se distribueraient. Le contre-amiral Carver ordonna le virage d'urgence à 7h47 et 50 et 1 seconde. 100 000 tonnes de porte-avions poussant chaque arbre de transmission à son maximum pour tenter d'écarter la coque de la trajectoire d'impact projetée d'un contact dont la trajectoire d'impact projetée changeait à chaque rotation du cycle de culbute. Le virage qui fonctionnait contre un missile guidé, écartant la coque du point final projeté par la solution de guidage, n'avait aucun effet équivalent contre un missile non guidé. Il n'y avait pas de solution dont s'écarter. Il n'y avait que la culbute, la gravité, les 3600 mètres entre le champ de débris et le pont d'envol, et ce que le virage pouvait faire dans les secondes restantes. Il l'ordonna quand même. Le canon rapproché s'activa à 7h47 et 55 secondes alors que le contact descendait à travers 900 mètres d'altitude. Le radar de ciblage tentant de maintenir une solution sur un écho qui changeait de forme toutes les 0,3 secondes, tandis que le champ de débris en rotation présentait différentes surfaces au faisceau. Le contact apparaissant dans l'image radar comme un écho propre pendant 0,3 secondes, puis tournant vers une géométrie qui diffusait le faisceau et ne produisant rien pendant 0,3 secondes, puis réapparaissant à 14 mètres de sa position précédente, tandis que le cycle de culbute se poursuivait. Le canon suivit le contact lors de la première fenêtre claire et tira.
Les obus parcoururent la distance jusqu'au point d'interception en 0,4 secondes. En 0,4 secondes, le contact avait pivoté vers une nouvelle orientation et s'était déplacé de 11 mètres. Les obus traversèrent l'espace qu'occupait le contact 0,4 secondes auparavant. Manqué, le canon réacquérit en 0,3 secondes et suivit lors de la fenêtre claire suivante. Tira à nouveau. Les obus arrivèrent au point d'interception au moment où la rotation emportait le contact à travers une transition géométrique. La rafale attrapa le bord du champ de débris, non pas la section de la tête militaire, mais les restes structurels de la cellule qui se séparaient au-dessus, et les dispersa davantage. Le contact était à 550 mètres d'altitude. Le canon tira une troisième rafale à 360 mètres à travers une fenêtre qui dura 0,3 secondes, et les obus trouvèrent dans la section structurelle du missile le métal reliant la tête militaire au reste des débris et le traversèrent. La section de la tête militaire se sépara de ce qui restait de la cellule, les deux pièces culbutant désormais sur des trajectoires divergentes vers le navire en dessous. La section de la tête militaire frappa l'air à 240 mètres au-dessus du pont d'envol de l'Abraham Lincoln à 7h48 et 21 secondes. Pas le pont, 240 mètres au-dessus de lui, en culbute. La séquence d'initiation conçue pour un impact perpendiculaire axial se déclenchant à la place sur une géométrie oblique en culbute. Initiation partielle. Pas la libération complète des 1500 kg, pas la détonation complète que le général de brigade préservait depuis 60 jours. Une détonation partielle à 240 mètres directement au-dessus du pont d'envol du porte-avions le plus puissant du monde. L'onde de souffle atteignit le pont d'envol 0,04 secondes après l'initiation. Tout ce qui n'était pas arrimé sur le pont se souleva simultanément. 3 aéronefs qui n'avaient bordé pas réussi à rejoindre le pont du hangar, pendant les 3 heures et 3 minutes de préparation, les équipages travaillant aussi vite que les ascenseurs le permettaient, prirent le plein impact. Le train d'atterrissage s'effondra sur 2 d'entre eux. La verrière du 3e se fissura sur toute la longueur de son joint avant. L'onde de souffle qui frappa la superstructure de l'îlot vint directement du dessus plutôt que du côté, et elle parcourut l'extérieur de l'îlot depuis le réseau d'antennes supérieur jusqu'à la ligne de flottaison en 0,1 seconde, la structure fléchissant sur toute sa hauteur sous une charge qu'elle n'était pas conçue pour absorber depuis cette direction. 3 hublots de la passerelle se brisèrent simultanément vers l'intérieur. Le verre traversa la passerelle en fragments se déplaçant à la vitesse de l'onde de souffle, et 2 membres de l'équipage en service sur la passerelle reçurent des éclats sur la peau exposée, sans danger pour leur vie, mais nécessitant tous deux une attention médicale immédiate. Le navire gîta d'1,2 degré à tribord, en raison de la distribution asymétrique de la pression du souffle, frappant l'îlot plus directement que la coque, et se redressa 9 secondes plus tard, lorsque la distribution de masse se rétablit. Dans les compartiments sous le pont d'envol, le fléchissement structurel transmis à travers l'ossature du navire produisit un son que les membres d'équipage dans les dortoirs, les messes et les locomachines décriraient dans leur compte rendu post-action comme différent de tout ce qu'ils avaient vécu en 60 jours de guerre. Pas plus fort, plus proche. La différence entre une onde de pression arrivant par l'eau et une arrivant par l'air à 240 mètres d'altitude. 23 membres d'équipage blessés sur l'ensemble du navire, 4 grièvement. 2 réseaux radars sur la section supérieure de l'îlot s'éteignirent. Les supports d'antennes cédant sous la charge de souffle descendante pour laquelle la quincaillerie de montage n'avait pas été homologuée. Un incendie se déclara dans le local de communication au 2e niveau de l'îlot, à cause de défauts électriques dans les systèmes qui fonctionnaient à pleine puissance pendant l'engagement, et s'éteignit en 5 minutes et 17 secondes lorsque la suppression automatique s'activa. Un compartiment avant perdit son alimentation à cause d'une panne de jeu de bar. L'Abraham Lincoln était endommagé. L'Abraham Lincoln était pleinement opérationnel. Dans la suite de guerre électronique, Reyes n'avait pas cessé de travailler depuis 4h31. Chaque minute des 3h13 minutes entre son premier rapport et le lancement du missile, elle avait collecté le signal de calibration, non pas seulement en le suivant, mais en analysant le schéma de réflexion qu'il générait sur le terrain montagneux entourant sa source. Une transmission provenant de l'intérieur d'un tunnel se propage vers l'extérieur à travers l'entrée du tunnel
et se réfléchit sur les caractéristiques du terrain environnant selon des angles déterminés par la géométrie de l'entrée et des parois rocheuses environnantes. Ces réflexions arrivent à un capteur de collecte, à des moments légèrement différents et à des fréquences légèrement différentes de la transmission directe. Le schéma des retards et des décalages de fréquence est unique à un point d'origine de transmission spécifique. Avec suffisamment de temps de collecte, il se résout en une position. Elle construisait cette résolution depuis 4h31, la mettant à jour avec chaque transmission que générait le signal de calibration, la raffinant avec chaque minute supplémentaire de données. À 6h du matin, elle avait localisé l'entrée du tunnel à 40 mètres près. À 7h, à 19 mètres près. À 7h44, lorsque le missile fut lancé et que le signal cessa, elle disposait de 3h13 de données collectées et d'une position fixe précise à 8 mètres près. La solution de ciblage la plus précise, produite en 60 jours de guerre, construite à partir d'un schéma de réflexion sur une paroi de montagne. Elle l'a transmis à 7h49. Le contre-amiral Carver regarda les coordonnées sur son écran. Sûr, il les regarda longtemps, plus longtemps qu'il n'avait regardé aucune donnée de ciblage en 60 jours de guerre. Puis, il regarda le rapport de dégâts qui continuait à se compiler depuis les compartiments en dessous. 23 blessés, 4 graves, 2 réseaux éteints, un incendie maîtrisé. Puis il regarda l'inventaire des cellules de lancement vertical sur son écran secondaire. Chaque missile de croisière restant dans les escortes de l'Abraham Lincoln après 60 jours d'opérations de combat soutenues contre l'arsenal de missiles le plus complet du Moyen-Orient.